Situé au sud-est de la Pologne, dans la région de Haute-Silésie, Auschwitz fut le plus grand centre de mise à mort construit par les nazis. Il s'agissait en réalité d'un vaste complexe concentrationnaire composé de 3 camps principaux, édifiés de façon successive et complétés d'une quarantaine de camps annexes. Auschwitz I, dit camp principal, destiné aux prisonniers polonais, aux résistants et aux prisonniers de l'armée rouge. Auschwitz II, dit Birkenau, qui était à la fois un camp de concentration et un camp de mise à mort, qui abritait chambres à gaz et crématorium. Enfin, Auschwitz III, dit Monowitz, près de l'usine Bunawerke, qui accueillait les prisonniers destinés au travail. Auschwitz est devenu le lieu emblématique de la Shoah. Et d'un seul coup, on a entendu des aboiements, des cris en allemand et tout. Les wagons se sont ouverts et là, il y avait des déportés qui nous ont fait sauter du wagon, qui sont assez hauts, et en laissant les valises à l'intérieur, moi j'avais le pain sous le bras, et on a sauté des wagons, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. J'ai même pas eu le temps de dire au revoir à ma mère, on s'est trouvés tout de suite séparés. Et là, on est passé, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, on est passé devant des médecins et des SS qui regardaient les jeunes. Les vieillards étaient mis sur le côté. Et chez les femmes, celles qui avaient des enfants en bas âge, enfin des jeunes, par exemple, mon frère aurait été arrêté avec ma mère, malgré que ma mère avait 34 ans, elle serait passée directement à la chambre à gaz avec mon frère qui, lui, à l'époque, avait 10 ans. Dès septembre 1941, les nazis ont expérimenté à Auschwitz I les premiers gazages au zyklon B sur des soldats soviétiques. S'avérant beaucoup plus rapide et efficace que le monoxyde de carbone, les nazis ont retenu ce gaz comme élément de solution au problème juif. La sélection était totalement arbitraire et variait en fonction des besoins du camp. Généralement, les personnes qui étaient déclarées aptes au travail étaient les jeunes hommes et les femmes seuls. Les vieillards, les enfants et les femmes avec enfants étaient directement conduits vers les chambres à gaz où ils étaient assassinés dans les 3 ou 4 heures qui suivaient l'arrivée du train. Une fois les déportés descendus du train, les commandos Canada récupéraient les bagages abandonnés sur la rampe pour les acheminer vers leur secteur de travail. De la Judenrampe, les victimes étaient conduites soit en camion, soit, à partir de 1944, à pied en direction des chambres à gaz sous la surveillance étroite des SS. Une fois arrivés devant la douche, on leur racontait qu'ils allaient subir une simple douche de désinfection. Les SS leur demandaient de se déshabiller et de plier leurs vêtements qu'ils étaient censés retrouver à leur sortie. Les condamnés se retrouvaient alors entièrement nus. À ce moment, on leur ordonnait de rentrer dans la chambre à gaz. Un SS pouvait rester jusqu'au dernier moment. Tout était mis en œuvre pour mettre les futures victimes en confiance et éviter les moments de panique. Puis arrivait le moment où les portes se fermaient. Les cristaux étaient introduits par de minuscules orifices. Il s'agissait de pastilles de zyklon B qui, sous l'effet de l'humidité, allaient se transformer en gaz. C'est à ce moment que le gazage commençait et que les déportés se rendaient compte qu'ils se faisaient leurrer. Dans un premier temps, les corps étaient chargés sur des wagons et enterrés dans des fosses communes. À partir d'août 1942, des crématoriums sont créés et tous les corps enterrés dans les fosses sont brûlés. La capacité des fours crématoires n'étant pas toujours suffisante, des bûchers en plein air étaient également organisés pour faire disparaître toute trace du crime. De ces installations de mise à mort, il ne reste aujourd'hui plus rien. Entre 1942 et janvier 1945, 1 100 000 personnes ont trouvé la mort à Auschwitz. Parmi elles, 900 000 furent assassinés quelques heures seulement après leur arrivée. Ceux qui échappaient à la sélection étaient destinés au travail. Tel fut le cas de M. Weissmann. Donc on a pris la douche et après on est repassé devant des Allemands qui demandaient et notre âge et notre profession. Et là, il y avait des déportés qui nous dirigeaient et qui ont dit surtout aux jeunes, surtout, il faut dire que vous avez 16 ans. Bon, à l'époque, j'étais comme je suis maintenant, hein, et donc j'ai dit que j'avais 16 ans. Ils m'ont demandé mon métier. À 16 ans, je ne pouvais pas dire que j'avais un métier. J'ai dit, je suis étudiant. Et mes 2 camarades, eux, ont dit qu'ils étaient électriciens. Et donc, les professions, tout ça, était noté. Et là, on a donné nos vêtements, et on nous a tondus. On nous a tondus et on nous a tatoué notre matricule. Par ordre alphabétique, on a donc un matricule de noté, quoi, on est tatoué. Et
ils nous ont donné des vêtements civils. Ils nous ont donné des vêtements civils, mais alors dans le dos du vêtement, il y avait un gros trait de peinture rouge. Et là, on a formé une colonne, on a traversé le camp d'Auschwitz, où on s'est même pas arrêté, et on a été sur le camp de Monowitz. C'est un camp qui est à 8 km de Auschwitz et Birkenau. Et on s'est retrouvé donc à Monowitz, où là, on a été d'abord mis en quarantaine, dans des grandes celtes en toile, et après la quarantaine, on a été mis dans des blocs, dans différents blocs, et comme ceux qui avaient une profession travaillaient à l'intérieur d'une usine, c'était l'IG Farben, c'était une usine qui faisait du caoutchouc synthétique. Et cette usine-là, donc ceux qui avaient une profession qui pouvait avoir un rapport avec l'usine, travaillaient à l'intérieur de l'usine, et ceux qui n'avaient pas de profession, comme moi et puis beaucoup d'autres, on était au terrassement, on était donc sur les chantiers. Chaque jour, dans notre bloc, le matin, on recevait un quart de café, comme ça, une tranche de pain noir, qui avait plus de son que de farine, et un petit carré de margarine. Ça, c'était notre petit déjeuner. Ensuite, on sortait devant le bloc où on était aligné 5 par 5. L'été, on était levé à 4 heures du matin et l'hiver à 5 heures du matin. Et là, devant le bloc, les Allemands venaient et commençaient, il fallait enlever le bonnet, il fallait se mettre au garde à vous. Et là, ils nous comptaient. Ils nous comptaient, ils nous recomptaient. Et ça durait à peu près entre 2 heures. Il y a eu même des fois où ça durait 4 heures. Et là, on était, pour ainsi dire, au garde à vous. L'été, ça allait bien, mais l'hiver, il faisait des -10 et des -15. Avec ce qu'on avait sur le dos, on restait sur cette place-là à être compté, recompté. S'il y avait eu des morts pendant la nuit dans la baraque, il fallait sortir les cadavres et les aligner à côté. Et là, le numéro était relevé. Enfin, il y avait toute une comptabilité, mais qui nous prenait comme ça plusieurs heures. Ensuite, on regagnait le commando où on devait aller travailler. Et on repartait pour travailler, toujours en colonne 5 par 5. Et nous, en tant que terrassiers, on avait soit une pelle, soit une pioche. Au début, ça allait, et au fur et à mesure qu'on maigrissait, on avait l'impression que la pioche nous rentrait dans l'épaule. Et on faisait à peu près 2 km, 2 km et demi pour rejoindre le chantier, où là, on creusait soit des tranchées, ou alors on tirait des câbles électriques, et après on rebouchait les tranchées, et c'était comme ça, journellement, quoi, et avec des capots, c'est-à-dire, c'était des déportés, mais qui étaient de Pologne, mais qui étaient déjà depuis au moins 3-4 ans déjà dans le camp, et eux faisaient le travail de contremaître, c'est-à-dire il y avait le capot qui était souvent un Allemand, mais de droit commun, qui était sorti des prisons pour faire le garde-chiourme, quoi, et ce capot, et le Vorarbeiter, lui, le contremaître, si on veut, qui lui se chargeait de nous taper pour qu'on aille plus vite, que ça s'active et tout ça. Et moi, au bout de quelques semaines, j'étais complètement déjà épuisé et puis surtout démoralisé. Le midi, on s'arrêtait à peu près une demi-heure et là, on nous donnait une soupe et on reprenait le travail. Et le soir, quand on revenait du commando, quand on retournait dans le camp, on avait une soupe, c'était surtout de l'eau, et donc c'était terminé, et on avait à peu près 1 heure de flottement avant de rentrer tous dans les baraques, et là, ça nous permettait de retrouver des camarades, et je retrouvais donc mes 2 camarades, et d'autres qui on était restés ensemble, hein, tous ceux qui étaient venus de Lyon. Et donc on était 7, 8, à peu près une dizaine même, à se retrouver donc à Monowitz. Et on se retrouvait un peu le soir à raconter un peu ce
on faisait, ce qu'on avait fait, comment que ça allait. Enfin, on se remontait le moral tant bien que mal. On avait un camarade, Paul Strauss, qui devait aussi avoir 22-23 ans, et qui faisait partie de notre groupe, là, de Lyon. Et un jour, il se sentait épuisé, et puis certainement démoralisé, et il s'est jeté sur les fils électriques, parce que tout le camp était entouré de barbelés, de fils électriques qui faisaient plusieurs mètres de haut, plus des miradors. Et il y a eu beaucoup de déportés qui se sont jetés sur les fils électriques et qui sont morts électrocutés, quoi. Et ce camarade-là a fait ça, il s'est suicidé en fin de compte. Il s'est jeté sur les fils électriques et il n'est pas mort sur le coup, il a été transporté donc à l'hôpital. Mais souvent j'y repense parce que, bon, pour nous ça a été terrible. Alors bon, comme mes camarades faisaient partie des scouts et tout, ils ont réuni un peu tout notre groupe de Lyon et on s'en a tous juré qu'on ferait notre possible pour survivre, mais surtout qu'on ne se suiciderait pas. Bon, alors on a tous fait on a juré qu'on ne se suiciderait pas. L'hiver est arrivé et il y a eu une sélection, c'est-à-dire qu'ils se rendaient compte que l'usine, le résultat descendait, ça voulait dire que les déportés étaient fatigués, et donc les médecins allemands faisaient une sélection. Ils venaient devant chaque bloc, et là, il fallait sortir dehors, tout nu, et passer devant les médecins. Et ceux qui étaient trop amaigris, ou boitaient, enfin étaient en mauvais état, étaient mis sur le côté. Et les autres, une fois qu'on était passé devant les médecins, on retournait à l'intérieur de la baraque, et là on se rhabillait. Et donc, ceux qui avaient été comme ça sélectionnés, étaient chargés sur une camionnette, et ramenés à Birkenau, et là passés à la chambre à gaz et au fond crématoire. Et donc, j'ai supporté comme ça une sélection à l'intérieur des baraques. Et une autre fois, alors que j'étais justement à l'hôpital, j'ai entendu qu'il y avait une sélection. Et là, ça a été la peur de ma vie, parce que je me suis dit, je suis à l'hôpital, je risque d'être automatiquement sélectionné. Et là, les voisins de lit et tout ça m'ont dit, tu te pinces les joues pour avoir les joues rouges, enfin tu te pinces les joues, t'essayes, enfin bon. Alors on était assis sur le lit, et là les médecins passaient devant nous. En fin de compte, bon, ils sont passés devant moi et j'ai pas été sélectionné. Face à l'avancée des troupes russes, le camp est évacué. Monsieur Weissmann fait partie de ces rares personnes à avoir survécu aux marches de la mort. À son admission dans un hôpital militaire, il avait 15 ans et pesait 15 kilos.